Bien, alors, on change de sujet avec Myriam Lopez, qui est doctorante CIFRE chez Lectra, le laboratoire étant le Labri. C'est ça. Donc Lectra, c'est une entreprise française qui fait de l'intelligence dans l'industrie 4.0, basée sur quoi, la découpe de tissus et ce genre de choses. C'est bien ça. Voilà, okay. Donc elle va nous parler de prédiction d'erreurs pour anticiper les pannes des équipements industriels. Voilà, c'est à vous. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je suis Myriam Lopez, doctorante de 3e année en contrat CIFRE, donc d'une part avec le laboratoire bordelais de recherche en informatique et d'autre part avec la société Lectra qu'on vient de présenter. Donc, dans le cadre de mes recherches de thèse, du coup, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mes recherches intitulée donc, Prédiction d'erreurs critiques pour l'anticipation des pannes et des équipements industriels. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Lectra pour commencer. Donc, c'était une société fondée à Cestas, basée à Cestas et fondée en 1973, qui est aujourd'hui le leader des solutions pour les industries du textile et du cuir. Elle compte donc 1800 collaborateurs qui sont répartis à travers une trentaine de filiales et adresse des solutions pour 3 grands marchés que sont la mode, l'automobile et l'ameublement. Et les clients donc, de Lectra sont tous répartis à travers le monde dans une centaine de pays. Alors concrètement, que fait Lectra? Elle fabrique évidemment des machines de découpe pour le tissu, mais elle fournit également à ses clients des solutions logicielles pour aider à ces découpes. Et moi, dans le cadre de mes recherches, je vais vous parler plus précisément de ces machines de découpe, puisque c'est ce qui m'intéresse. Donc, quel est l'enjeu en fait concernant ces machines de découpe, puis concernant Lectra et ses clients? Alors, on n'est pas sans savoir que dans l'industrie aujourd'hui, la plupart fonctionnent à flux tendu. Ce qui veut dire que la moindre panne qui intervient sur une machine va bloquer votre production et donc forcément entraîner une diminution de votre productivité au niveau de l'usine. Alors pour cela, en termes de maintenance, il existe évidemment des solutions. La plus naïve consiste en la maintenance corrective. Vous attendez qu'il y ait une panne sur votre machine et à partir du constat, vous allez faire intervenir les personnes habilitées qui vont auprès de la machine de vos clients faire un diagnostic puis la réparation. Alors le problème de ce genre de solution, c'est que vous allez perdre énormément de temps et puis évidemment beaucoup d'argent, puisque tant que la machine n'est pas réparée, votre production reste au point mort. Alors pour cela, vous pourriez faire de la prévention de manière alternative en utilisant une solution de maintenance systématique. Quel est le principe? En fait, vous allez remplacer les pièces ou effectuer des entretiens sur vos machines de manière régulière, et ce, de manière à anticiper les pannes qui interviennent au niveau de vos pièces du système. Vous allez gagner du temps de cette manière, mais le problème, c'est que le coût financier de cette solution reste assez élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une volonté de Lectra, c'est de passer à une solution plus intelligente de maintenance, qu'on appelle donc la maintenance prédictive. Et la maintenance prédictive, concrètement, elle passe par 2 approches. La première, et qui fait l'objet aujourd'hui de certains projets de recherche chez Lectra, c'est de s'appuyer sur les données de capteurs de vibration. Grâce à ces données de capteurs de vibration, vous allez pouvoir modéliser la dégradation de certaines pièces de vos machines et ainsi prévoir les entretiens ou les remplacements qui sont nécessaires avant qu'il y ait une panne plus grave sur vos machines. La deuxième solution, et qui est au cœur de mon projet de recherche, c'est de vous appuyer sur les données de log, qui sont issues donc des machines des clients. À partir d'une donnée de log, vous allez utiliser un modèle d'analyse des données, et grâce à cela, vous prévoirez du coup l'arrivée de la panne avant de la constater. Ce qui vous fera gagner non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Alors, je vous ai parlé de données de log, mais concrètement, chez Lectra, à quoi ça correspond? Donc, je vous l'ai dit, elles sont émises par les machines de nos clients, puis elles sont stockées dans le cloud Lectra. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver? Vous aurez d'une part des données de production, donc toute machine qui fonctionne va relever les informations qui sont liées à vos jobs de découpe. Vous aurez des données de compteurs cumulatifs qui sont associés à certaines pièces qui vous permettront de surveiller l'usure de vos pièces machines. Vous avez également des carnets de maintenance associés à chacune des machines de vos clients. Et enfin, vous avez des données d'erreur. Par contre, le problème, ce qu'on n'a pas trouvé, et ce qu'on n'a pas pour le moment, c'est les informations quant aux pannes qui interviennent chez les clients. Alors, une donnée d'erreur, il faut savoir qu'elle a un code, elle est stipulée par un code, et le code peut être à la fois critique, donc lié à un arrêt machine, très important, ou alors le code peut être normal.
Et il faut savoir également que les codes critiques, les erreurs qui ont un code critique, sont très fortement corrélées à l'arrivée de panne chez les machines de nos clients. Aussi, et puisque de toute façon on n'a aucune information sur la panne en soi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approximé le problème en tentant non pas de prédire les pannes qui arrivent sur les machines de nos clients, mais de prédire la survenue des erreurs critiques sur ces machines. Alors comment on s'y est pris? En fait, on s'est placé dans un problème de classification binaire où une matrice X va nous servir à prédire donc, un label Y. Mettons qu'on ait donc une base de données de cette forme-là, où chaque machine va émettre un ensemble d'erreurs, et chacune des erreurs sur la machine est associée à un timestamp et une criticité. Ce que l'on va faire pour tenter de prédire chacune des erreurs critiques, c'est concevoir un modèle de classification binaire. Donc binaire parce que lorsque la classe est négative, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'erreur critique, et lorsque la classe est positive, cela veut dire qu'il y aura une erreur critique. Et donc, pour chacune des erreurs critiques, vous aurez, de cette manière, un modèle de classification qui va utiliser comme matrice X toutes les autres erreurs contenues dans votre base de données. Pour commencer, nous nous sommes appuyés sur un papier issu de la littérature, dont le cas d'usage était similaire au nôtre, et qui a proposé une approche en 5 étapes clés, que je vais vous décrire pas à pas. La première étape clé, c'est de concevoir des intervalles temporels. Alors, mettons que vous soyez là à T0 et vous souhaitez prédire dans quelques jours s'il y a l'arrivée ou non d'une erreur critique particulière sur la machine de vos clients. Vous allez d'abord évaluer quel est l'historique d'usage que vous allez utiliser de vos données, qui sera nécessaire pour donner l'information qui sera valuable, si je puis me permettre, pour le classifieur. Et cet historique d'usage, la taille que vous utiliserez, en fait, est déterminée par un paramètre qui est appelé l'intervalle prédictif. Ensuite, en concertation avec les experts métiers, vous allez chercher à déterminer le temps qu'il vous faudra pour réparer la machine à partir du moment où vous observez la panne. Et ce temps d'intervention est traduit par l'intervalle de réactivité. La seconde étape très importante, c'est de construire une matrice de comptage qui sera interprétable par le classifieur. Pour cela, vous allez agréger vos données à la journée. Alors reprenons la base de données que je vous ai présentée en exemple précédemment, où chaque erreur est associée à un timestamp et une criticité. Ce que vous allez faire, c'est que pour chaque journée, vous allez compter le nombre d'erreurs de chaque type à l'intérieur de la base de données et obtenir de cette manière une matrice de comptage. À partir de la matrice de comptage, il vous faudra construire ce qu'on appelle des bagues. Mettons ici, nous nous intéressons à une erreur en particulier, l'erreur critique E4, et nous cherchons à la prédire. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, puisqu'on connaît les paramètres d'intervalle de prédiction et les paramètres d'intervalle de réactivité, c'est qu'on va superposer la taille de l'intervalle de prédiction choisi. Par exemple, ici, il est de 7 jours sur votre base de données, et obtenir une structure de données qu'on va appeler le bag. Ensuite, vous vous décalez d'autant de temps que nécessaire déterminé par l'intervalle de réactivité. Et suite à l'intervalle de réactivité, vous allez regarder dans la journée qui suit s'il y a eu l'apparition d'une erreur critique. Je vous l'ai dit, on s'intéresse à E4. Ici, il n'y en a pas, donc le bag que vous avez créé, il est négatif. Et vous continuez ainsi de suite sur votre base de données de manière itérative, en reprenant les étapes pas à pas. Enfin, la dernière étape qu'il vous faudra faire avant d'entraîner le classifieur, c'est d'agréger les bags. Vous allez les agréger par une fonction de moyenne, de manière à obtenir donc, à chaque fois une moyenne des valeurs. Donc, ça, vous ne le ferez que pour les bags positifs, donc les bags négatifs restent tels quels dans le jeu d'entraînement, avec le même nombre d'instances à l'intérieur. Et prenons ici un bag positif. Qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la moyenne pour chacune des valeurs des features, et j'obtiens une seule ligne où chacune des features en fait, est une moyenne des valeurs obtenues à partir du bag initial. Donc, après avoir reproduit ces étapes-là, il faut utiliser, la méthode qui est préconisée par le papier propose d'utiliser une méthode appelée le Bolasso pour sélectionner les variables qui contribuent le mieux à la classification, c'est-à-dire qui seront le plus discriminantes pour aider le classifieur à bien séparer les données positives des données négatives.
Ensuite, le classifieur utilisé est un SVM régularisé, qui vous permettra donc de discriminer les valeurs positives des valeurs négatives. Et nous avons partitionné en fait, notre ensemble en un ensemble d'entraînement pour le modèle, qui constitue de 80% de nos données, et un ensemble de tests pour l'évaluation, qui est constitué de 20%. Puisque dans l'exercice de prédire les erreurs critiques, on s'est intéressé à 11 cas en particulier, donc cela veut dire qu'on a monté 11 modèles de prédiction différents. Et en termes de paramètres, nous avons choisi un intervalle prédictif de 7 jours et un intervalle de réactivité de 7 jours également. En termes de données, nous avons collecté donc, sur 1 an de données les informations pour pouvoir entraîner notre modèle. Et ces données-là, en fait, sont réparties sur 300 machines appartenant à 200 clients à peu près. Les données qu'on a obtenues n'ont pas du tout le même volume selon les machines, donc c'est un critère qu'il faudra prendre en compte dans les résultats. Et certaines erreurs sont relativement rares, ce qui fait qu'on a obtenu une matrice qui est dite sparse, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup d'erreurs de valeurs nulles, ou en tout cas très proches de zéro. Enfin, ce que l'on a pu constater sur ces données-là que nous avons utilisées, c'est que très faible était le nombre de cas positifs. Donc on s'est retrouvé dans un problème de déséquilibre de classe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cas négatifs que de cas positifs. Donc après avoir reproduit cette méthodologie-là, issue du papier, pour information, voici les résultats qu'avaient obtenus les auteurs. Pour évaluer le modèle, ils ont utilisé un score appelé le PMAUC, qui consiste à calculer l'aire qui se situe sous la courbe représentée par la précision en fonction du rappel. Et ils ont appliqué leur méthode sur 2 jeux de données associés à 2 machines différentes, C et A. Donc nous avons nous aussi de notre côté appliqué leur méthodologie sur nos données, et donc, concernant 11 erreurs critiques, que voici donc, les résultats. Pour l'évaluation de notre modèle, nous avons par contre, nous, choisi une évaluation grâce au F1 score, qui constitue la moyenne harmonique entre la précision et le rappel. Vu qu'on avait des classes déséquilibrées, c'était une évaluation qui était plus adaptée à notre cas d'usage. Globalement, ce qu'on a pu obtenir, c'est que déjà, les résultats qu'on a obtenus à partir des 11 erreurs critiques qu'on a cherché à prédire n'étaient pas du tout homogènes en fonction des cas d'usage. Et deuxièmement, les résultats qu'on a obtenus étaient très faiblement, étaient beaucoup trop faibles et ne correspondaient pas du tout à nos attentes. Et par rapport également aux résultats qu'avait obtenus le papier, ils étaient assez faibles. Pour expliquer cela, nous avons plusieurs hypothèses du fait que ces résultats n'étaient pas très bons. La première hypothèse, c'est que le volume qu'on a utilisé était trop faible. Nous avons utilisé 1 an de données, comme je l'ai précisé avant, alors que les auteurs du papier stipulent qu'ils ont utilisé plusieurs années. Le deuxième constat qu'on a fait est que le déséquilibre des classes peut influencer le modèle à trop prédire en négatif, et donc ne détecte pas en fait, les cas de réelles erreurs à prédire. Notre cas d'usage ne nous permet pas de différencier les données qui sont issues de la machine dans l'état fonctionnel des données qui sont issues de la machine lorsqu'elle est dans un état dégradé. Aussi, ce constat peut aboutir à un problème de cohérence, puisqu'on peut fournir de la donnée incohérente au classifieur, ce qui peut l'embrouiller pour donner de très bons résultats. Nous pensons également que l'agrégation par moyenne est inadaptée, puisque comme je l'ai indiqué précédemment, nous avons des données sparses, donc très proches, dont les valeurs sont très proches de 0. Et parmi ces valeurs, on a également des valeurs qui sont, puis le dire outliers, mais je vais plutôt le décrire comme des valeurs très contrastées. Et le problème, c'est qu'appliquer une agrégation par moyenne sur ces valeurs contrastées pourrait au contraire atténuer l'effet discriminant de ces valeurs-là, qui pourrait être bénéfique pour le classifieur. Enfin, nous pensons que le BOLASSO est inefficace pour sélectionner les bonnes features discriminatives pour le classifieur. Donc, devant ces constats, et de toute façon, on n'avait pas de très bons résultats, on a cherché à améliorer la méthode en l'adaptant à notre cas d'usage. Premièrement, on a ajouté un troisième intervalle, qui est l'intervalle d'erreur. Il se situe juste après l'intervalle de réactivité, et alors que jusqu'à présent, l'intervalle prédictif était positif si une erreur intervenait au cours de la journée qui suit directement l'intervalle de réactivité, maintenant, avec l'intervalle d'erreur,
l'intervalle prédictif sera positif s'il y a au moins une erreur critique au cours de l'intervalle d'erreur. Donc, le temps est un peu plus grand. On ne regarde pas seulement dans une journée, mais on va regarder, selon le paramètre que vous allez donner à l'intervalle d'erreur, sur 3, 4 ou 5 jours. Ensuite, on a changé la fonction dont on a construit nos bagues et on a appliqué une méthode de fenêtre glissante de 1 jour. Cette méthode-là nous a permis d'augmenter le nombre de cas positifs dans notre jeu de données et donc contrebalancer un peu le problème des déséquilibre de classe qu'on avait. Enfin, nous avons changé la façon dont nous avons agrégé les données et utilisé une méthode d'agrégation par maximisation de manière à ne pas atténuer les valeurs contrastées dont je vous ai parlé avant. Et cette méthode d'agrégation, nous l'avons appliquée pas uniquement sur les bagues positifs, mais également sur les bagues négatifs. En tant que classifieur, nous avons opté pour un réseau de neurones profonds constitué de 4 couches denses, plutôt qu'un SVM. Et ce réseau de neurones profonds est réputé pour gérer la sélection de variables automatiquement, donc ce qui nous a aidé à remplacer la méthode de Bolasso. Puis, pour éviter tout biais lors de l'évaluation du modèle, nous avons partitionné les données sur le temps en entraînement et test. Alors, je m'explique. Vous prenez votre historique de données, et 80% du début de l'historique est utilisé pour l'entraînement, alors que les 20% restants, les données les plus récentes, sont utilisées pour l'ensemble de tests. Donc, après avoir appliqué toutes ces modifications, nous avons obtenu les résultats suivants. Le tableau du haut vous décrit les résultats que nous avions eus avec la méthodologie décrite dans le papier de littérature, et le tableau du bas, les résultats obtenus avec nos adaptations. Pour 3 erreurs sur 11, on avait une amélioration des résultats. Mais le problème, c'est que globalement, pour la plupart des erreurs qu'on a cherché à prédire, on avait plutôt une tendance à la dégradation. Alors malheureusement, ni l'une ni l'autre de ces méthodologies, ni celle du papier, ni les adaptations qu'on a cherché à ajouter pour améliorer nos performances, n'ont permis d'obtenir les résultats escomptés. Mais nous pensons que c'est perfectible. Il y a toujours des solutions, il y a en tout cas d'autres pistes à explorer, et voici lesquelles. Dans un premier temps, nous avons une première problématique qu'on a pu constater par rapport à cette méthodologie-là, c'est la compression du temps. En effet, dans les méthodologies que je vous ai décrites, on va agréger les données par 2 fois. En faisant cela, on va donc écraser la granularité temporelle sur 2 niveaux. Et cette granularité temporelle, justement, nous pensons qu'elle a un impact important pour la bonne performance de la classification. Donc la compresser n'arrange certainement pas du tout les choses. Pour cela, nous proposons d'utiliser d'autres approches qui peuvent permettre de conserver cette granularité temporelle au maximum, ou en tout cas la séquentialité de données. La première peut être les approches basées sur les recherches de motifs. Et la seconde, c'est d'explorer des approches basées sur des réseaux de neurones temporels, tels que le LSTM, les réseaux de convolution ou encore les transformers. Par ailleurs, nous pourrions également explorer d'autres méthodes de construction des features, plutôt que d'utiliser de l'agrégation, construire nos features autrement, et de manière à ne pas écraser l'information temporelle qui pourrait être intéressante dans nos données. La deuxième grosse problématique, c'est la vision limitée. Je vous ai dit qu'on avait eu un volume de 1 an, et en plus, on ne s'intéresse pour le moment qu'aux erreurs. Donc, une perspective possible, ce serait d'une part, augmenter le volume de données, et de prendre plusieurs années, et en plus d'exploiter d'autres types de données, au niveau des logs ou autres, que les erreurs. On pourrait par exemple s'intéresser au carnet de maintenance, ou aux données de production de la machine. Donc je vous ai montré 2 façons possibles, en tout cas on a exploré 2 pistes, il en reste d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a éliminé 2, mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, on n'a pas encore atteint les résultats escomptés dans nos objectifs de prédiction de panne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et puis je suis là pour les questions. Merci beaucoup. Donc, comme dit Stéphanie, sur le chat, à vos questions. Donc il est temps de les poser. On a un petit peu de temps quand même avant la dernière présentation, avant la plénière, on va dire. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant en attendant les questions parce que justement,
on voit ici un peu de la recherche en direct avec des tentatives d'approche méthodologique qui ne sont pas si pertinentes finalement que ça au vu des résultats, mais ça on ne peut pas forcément le savoir avant. Non, en effet. Bien sûr. Comment dire? On a l'impression ici, il y a une question, c'est ça? Alors je pose la mienne d'abord. On a l'impression ici que finalement il y a peut-être plus de bruit que de signal dans les logs. Et un des risques, il me semble, sans doute que vous l'avez déjà un peu investigué, on va dire, c'est le fait de mélanger les clients et de faire de multicentrique comme ça en mettant tout. Est-ce que ça apporte pas du bruit aussi? Parce que les méthodologies, les machines, le type de fonctionnement est différent. Est-ce que vous avez regardé ça? Alors, on n'a pas entraîné un modèle par machine ou un modèle par client, on ne l'a pas fait. Par contre, c'est vrai qu'on a tenté de mettre en features, de rajouter l'information de la machine ou de rajouter l'information du client. Ça n'a pas apporté d'amélioration, malheureusement. Mais après, notre volonté aussi, c'est de faire un modèle générique, puisque ce n'est pas forcément intéressant de devoir entraîner un modèle par machine. Enfin, je vous l'ai dit, on avait 300 machines. Donc voilà. D'accord. Alors, justement, Jérémy a eu le temps de poser une question. Alors, je la lis. Avez-vous essayé de modifier la méthode d'acquisition des caractères discriminants utiles au modèle pour la prédiction? Random Forest ou autre? Alors, parce que là, on a vu des SVM et puis des réseaux de neurones. Alors, j'ai pas eu le temps de le présenter, mais effectivement, on a testé d'autres types d'approches que le réseau de neurones. En fait, on a tenté les arbres de décision, les Random Forest également, et les modèles bayésiens. Alors, j'ai envie de dire, le réseau de neurones était celui qui s'en sortait le mieux, je pense, parce que c'est pas là où on avait les meilleurs résultats, vu les résultats que j'ai obtenus. Mais c'est celui qui, en tout cas, parmi tous les autres, s'en sortait le mieux. Et nous pensons que c'est aussi parce qu'il a beaucoup plus de facilité à sélectionner les features que les autres méthodes classiques. Ah, une autre question, ou une suggestion, je ne sais pas. Pourquoi changer de modèle si les données ne sont pas les bonnes? Alors, les données ne sont pas les bonnes, c'est vrai. Là, malheureusement, le problème, c'est que dans le contexte de ma thèse, j'ai eu du mal à collecter d'autres données que ça. Donc, en fait, pour le moment, je me suis contentée de ce jeu de données. Et malheureusement, c'est un peu le problème de la recherche. Parfois, on doit se contenter que de ce qu'on a. Mais là, justement, chez Electra, on est en train de collecter d'autres types d'informations. Donc, pour les perspectives d'avenir, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir utiliser d'autres choses. Mais pour le moment, dans mes recherches, je n'ai pas eu l'occasion de me servir d'autres données. Alors, ça, c'est très lié au health monitoring et à d'autres méthodes qui ne sont pas liées à machine learning, mais plutôt de l'analyse de survie et de la fiabilité. Tout ce qui est maintenance prédictive. On essaye de modéliser la survenue d'occurrence d'un événement avec un historique basé sur des processus semi-markoviens, enfin des choses comme ça. Est-ce que vous avez un peu fait de biblio là-dessus ou pas? Alors, sur les processus de Markov, non, je ne me suis pas trop intéressée à ça. J'ai vraiment plus fait de la biblio sur les modèles supervisés et plus récemment sur les réseaux de neurones, tout type de réseaux de neurones, pas que les réseaux de neurones à couche dense, mais aussi les LSTM et les réseaux de neurones récurrents. D'accord, alors ce sera la dernière. Est-ce que discriminer la matière coupée serait envisageable? Discriminer la matière coupée, c'est peut-être quelqu'un qui s'y connaît qui pose la question. Alors justement, c'est une très bonne question, figurez-vous, parce qu'au tout début de ma thèse, on a cherché justement à utiliser cette information-là, par rapport, ou en tout cas par rapport aux paramètres qui est utilisé pour la matière à découper, parce que nous pensons que c'est une feature qui peut avoir énormément de valeur pour la performance du classifieur. Malheureusement, ça fait également partie des données qu'on n'a pas pu récupérer. Mais c'est clair que c'est une excellente suggestion, c'est une feature qui peut être vraiment très intéressante à utiliser. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Et merci à vous. On va s'arrêter là pour celle-ci. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques secondes avec la dernière présentation de Justine. Non, la dernière avant la plénière, on va dire. Oui. Elle sera en visio, alors il nous faut quelques secondes pour... voilà. À bientôt.